Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à vous parler de CRPC, qui ont été effectivement organisés l'année dernière. Voilà, donc c'est passé. Alors, pour avancer, j'avance avec ça, c'est ça? Non, j'avance pas avec ça, du coup, j'avance avec ça. OK, alors, quels ont été les... Donc, la question était, qu'est-ce qu'on fait en cas de rupture prématurée des membranes avant terme? Et quelles sont les questions qu'on se pose dans ce contexte? Voici les questions qui ont été abordées par le groupe de travail. On a bien sûr commencé par l'épidémiologie, le diagnostic, la prise en charge, le choix et la durée de l'antibiothérapie en cas de rupture prématurée des membranes avant terme, l'infection intra-utérine, qui est le terme qui a remplacé celui de chorioamniotite clinique, les modalités de naissance dans le contexte de la rupture prématurée des membranes non compliquées et la prise en charge anténatale avant la viabilité fœtale, c'est-à-dire avant 22 semaines d'aménorrhée ou 24 semaines d'aménorrhée selon le stade auquel on se place. Alors, les niveaux de preuve, vous connaissez tous les RPC, donc je passe très rapidement, qui sont de 1 à 4 en fonction de la qualité des études et qui vont aboutir à 3 types de recommandations qui, elles, sont parfois un peu moins bien comprises, c'est-à-dire soit une recommandation claire, il est recommandé de faire, et il faut vraiment essayer de faire. Il n'est pas recommandé de faire, c'est qu'on ne sait pas. Donc, c'est pas qu'on ne recommande pas, c'est vraiment qu'on ne sait pas. Il est recommandé de ne pas faire, et donc, il vaut mieux ne pas faire. Et puis ça va avec des grades qui vont aller de la preuve scientifique établie, généralement c'est pour les gros essais randomisés, jusqu'à l'accord professionnel, où c'est les experts entre eux, pendant les discussions, qui ont abouti à une conclusion, et ça n'a valeur que celle d'un accord professionnel. Alors, la définition, vous la connaissez tous. La fréquence et les facteurs de risque, en France, avant 37 semaines, c'est 2-3% de rupture des membranes et 1% avant 34 semaines d'aménorrhée. C'est bien sûr plus fréquent en cas de grossesse multiple, avec 2 facteurs de risque majeurs qui sont, d'une part, l'antécédent de rupture des membranes avant terme ou de prématurité spontanée, et d'autre part, le raccourcissement du col. Et puis, il y a des facteurs de risque mineurs, dont un est particulièrement intéressant, c'est le tabagisme, qui est intéressant parce que justement, on peut agir sur ce facteur de risque. Et il faut agir sur ce facteur de risque au cours de la grossesse. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de rupture des membranes? La durée médiane de latence après la rupture des membranes va être en gros de 2 à 10 jours. Et environ 50% des femmes vont accoucher dans la semaine qui suit la rupture des membranes. Ça, c'est une information qui est importante. Et les complications qu'on aura, alors de manière quasi systématique, c'est un accouchement prématuré. Et puis, le risque principal, bien sûr, ça va être l'infection intra-utérine. Et plus rarement, ce sont des décollements placentaires, donc les hématomes rétroplacentaires en réalité, qui vont survenir dans 1 à 3% des cas. Et puis, de manière plus exceptionnelle, c'est la procidence du cordon. Et ces complications diminuent avec l'avancée de l'âge gestationnel de la rupture. Alors, quel est le pronostic de l'enfant? Un élément extrêmement important, qui n'était pas si évident que ça ces dernières années, c'est que le principal déterminant de la survie, c'est l'âge gestationnel de naissance. En d'autres termes, il ne faut pas que le risque supposé d'infection fasse accélérer la naissance, puisque c'est l'âge gestationnel de naissance qui est l'élément pronostic majeur. Et l'infection intra-utérine est associée à plus de mort fœtale in utero, d'entérocolites ulcéro-nécrosantes, d'infections néonatales bactériennes précoces, mais pas à plus de mortalité néonatale. Et l'impact de l'infection intra-utérine, et là on parle de la chorioamniotite clinique, lorsqu'on parle d'infection intra-utérine, sur le neurodéveloppement à court ou à long terme, doit encore être évalué. C'est-à-dire que lorsqu'on prend toutes les séries observationnelles qui ont été publiées et qu'on se cantonne aux plus récentes, en gros, on n'a pas d'impact très clair sur le risque de développement d'une infirmité motrice cérébrale sur le long terme, même si on pense que dans un contexte d'infection clinique, et en particulier d'infection néonatale précoce, on augmente peut-être un peu le surrisque. Voilà. Alors, que dire du diagnostic? La rupture prématurée des membranes se manifeste le plus souvent par un écoulement de liquide amniotique qu'on peut reconnaître facilement. Et dans ce cas, et ça c'est une donnée pratique importante, il n'y a pas de justification et il n'y a pas de nécessité de recourir à un test diagnostique supplémentaire. En d'autres termes, si vous posez votre spéculum et dans 75% des cas, vous voyez un écoulement de liquide amniotique par le col,
à ce moment-là, il n'est pas utile de faire un test diagnostique supplémentaire et vous allez pouvoir dire comment est le liquide, est-ce qu'il y a une cervicite, et on peut également apprécier la dilatation et l'effacement du col sur l'examen visuel. Et du coup, en cas de doute, c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser un test supplémentaire qui va être soit la PAM-G1, soit l'IGF-BP1, qui vont permettre de confirmer le diagnostic, même s'il n'a pas été démontré que leur réalisation permette de diminuer la morbidité maternelle ou néonatale. Et ce qui est intéressant avec ce test, c'est que si le test est négatif, à ce moment-là, on peut infirmer la rupture des membranes. En revanche, s'il est positif, on sait que dans ces contextes cliniques où on a un doute diagnostique, on a un certain nombre de faux positifs. Et donc, si l'évolution clinique derrière donne des arguments en faveur de l'absence de rupture des membranes, vous avez tout à fait le droit de revenir sur votre diagnostic, bien que vous ayez eu un test positif au départ. Alors, quelle prise en charge pour ces patientes? Alors, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait une hospitalisation initiale, qui est actuellement considérée comme le gold standard, en sachant que 50% des patientes accoucheront effectivement dans les 7 jours, que cela permettra de prendre en charge un certain nombre de complications obstétricales sévères, telles que le décollement placentaire, l'infection intra-utérine et la procédance du cordon. Et ça va permettre de faire un bilan, d'informer les patientes et de les surveiller. Et donc, il est recommandé d'hospitaliser la patiente lors du diagnostic de rupture prématurée des membranes, une fois la viabilité fœtale atteinte, c'est-à-dire en gros après 22 semaines d'aménorrhée. Qu'en est-il du bilan initial? Alors vous voyez que tout ça, c'est des accords professionnels. Il n'y a pas d'études ou d'essais randomisés qui vont montrer que l'hospitalisation, c'est mieux, ou que le fait de faire un prélèvement ou un examen clinique à l'admission, c'est mieux. Donc c'est rechercher des signes cliniques en faveur d'une infection intra-utérine. Si une évaluation du col est nécessaire, on peut faire une évaluation du col qui peut être échographique ou par le toucher vaginal, mais si on peut éviter l'évaluation clinique, et si elle ne paraît pas indispensable, c'est encore mieux, parce que plus on réduit le nombre d'examens cliniques, et plus il semble, et là c'était aussi un accord professionnel, on prolonge la grossesse, et donc il est recommandé de limiter les évaluations cervicales, quelle que soit la méthode utilisée. Qu'en est-il du bilan biologique? Alors, on est resté sur ce qui se fait de manière assez courante en France, c'est-à-dire faire une NUM, une CRP, un PV et un ECBI à l'admission, avant toute administration antibiotique, pour rechercher une infection sous-jacente et identifier, le cas échéant, la bactérie en cause. Et en cas de culture vaginale positive, la réalisation d'un antibiogramme est recommandée, puisque ce dernier peut permettre de guider l'antibiothérapie en cas d'infection intra-utérine et d'infection néonatale bactérienne précoce. Alors, qu'en est-il de la tocolyse? Alors, je ne sais pas quelle est l'habitude à Strasbourg. Les études concernant la tocolyse en cas de rupture des membranes sont contradictoires. Ce qu'on montre globalement, c'est que ça allonge un peu la durée de latence, mais aussi que ça semble augmenter le risque d'infection intra-utérine. Il y avait une méta-analyse récente, qui est celle de McQueen, qui était allée dans ce sens-là. Et puis, ce que ça montrait aussi, c'est que la tocolyse n'était pas associée à un bénéfice néonatal. Donc, en gros, on ne savait pas du tout s'il fallait ou non recommander la tocolyse, puisqu'on n'a rien qui nous permette de montrer que c'est quelque chose qui va bénéficier au fœtus. Et donc, en l'absence de bénéfice néonatal démontré, il n'existe pas d'argument suffisant pour recommander ou ne pas recommander une tocolyse initiale. On a des éléments pour, des éléments contre. On ne pouvait pas dire il ne faut pas faire, on ne pouvait pas dire il ne faut faire. Et donc, on n'avait pas d'argument pour recommander que ce soit. Mais en tout cas, si une tocolyse était prescrite, il était recommandé de ne pas la prolonger plus de 48 heures. Et là, on avait un essai randomisé assez solide qui semblait montrer, dans le contexte de la prématurité spontanée, pas en cas de rupture des membranes, que de toute façon, le fait de poursuivre une tocolyse n'était pas associé à un bénéfice néonatal. En ce qui concerne l'antibiotoprophylaxie, il est recommandé de prescrire une antibioprophylaxie à l'admission pour réduire la morbidité néonatale et maternelle. Ça, c'est du NP1 et du grade A. C'est maintenant largement démontré. Et alors là, on était très très mal à l'aise pour dire quel type d'antibiothérapie il fallait prescrire. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, on est en train de le faire à partir des pipage 2, les pratiques en France, il y a, si on regarde de manière un peu descriptive, il y a environ 28 protocoles d'antibiothérapie différents sur la France en fonction des services. En pratique, ce qui est prescrit le plus souvent, c'est l'amoxicilline.
avec une logique qui est celle d'agir sur le streptocoque B, qui est le germe le plus fréquemment responsable d'infections néonatales précoces. Le deuxième antibiotique qui est prescrit le plus souvent en France après l'amoxicilline, ce sont les céphalosporines de troisième génération. Donc on est revenu, et c'est des RPC qui ont été faites avec la Société d'infectiologie, on est revenu un peu à des bases bactériologiques en disant, bon, on ne va pas aller à contre-courant de ce qui est fait en France, même si ce n'est pas ce qu'ont montré les essais. Et donc, on est parti sur le fait que l'amoxicilline pouvait être prescrite en première intention, ou bien la céphalosporine de troisième génération, et cela en monothérapie, bien que ce n'ait pas été évalué dans cette indication. Ça, c'était extrêmement important, et c'est pour ça que vous n'avez là qu'un accord professionnel. En revanche, si on regarde dans le contexte de l'antibiothérapie les études anciennes qui ont été publiées, et l'étude Princeps là-dessus, c'est l'étude Oracle qui date de 2001, donc à ce moment-là, les associations, l'antibiotique ou les associations utilisées, c'était soit l'érythromycine, qui était l'antibiotique qui était recommandé dans le cadre de cette étude, soit l'association érythroamoxicilline, qui était associée à un bénéfice néonatal, et ces molécules peuvent donc être aussi utilisées. En revanche, il n'était pas recommandé de prescrire comme antibiothérapie l'amoxicilline et l'acide clavulénique. Pourquoi ? Parce que l'augmentin avait été démontré comme... Enfin, démontré. L'étude Oracle avait montré en tout cas qu'il y avait un surrisque qui n'était pas négligeable du tout d'entérocolites ulcéro-nécrosantes en cas d'utilisation de l'amoxicilline associée à l'acide clavulénique en comparaison au placebo ou bien aux autres antibiotiques utilisés. Et il n'était pas recommandé non plus de prescrire des aminosides, des glycopeptides, des céphalosporines de première ou deuxième génération, de la clamdamycine ou du metronidazole. Quelle durée pour cette antibiothérapie? Donc, on a pris la durée qui était proposée dans le seul essai randomisé sur la question, c'est-à-dire 7 jours. Mais compte tenu du risque d'émergence de bactéries multirésistantes après les traitements longs, un arrêt précoce de l'antibioprophylaxie est acceptable, bien que non évalué, en cas de prélèvement vaginal initial négatif. Et ça, c'est une pratique qui également est souvent réalisée en France. Il y a en réalité très très peu d'études qui ont comparé traitement long et traitement court. C'était avec des effectifs faibles et une puissance insuffisante. On avait l'impression d'avoir des résultats à peu près équivalents, mais ce n'était pas du tout suffisant pour pouvoir proposer ce type de prise en charge. Enfin, toujours sur l'antibiothérapie, en cas de prélèvement vaginal à admission positif, on peut adapter l'antibioprophylaxie, en tout cas on peut le discuter. Il n'y a pas d'argument pour recommander un traitement antibiotique en cas de portage bactérien vaginal asymptomatique, c'est-à-dire que vous faites votre antibioprophylaxie, une semaine plus tard, vous avez un PV qui est positif, on n'a aucun argument pour dire il faut traiter ou ne pas traiter. Et enfin, de la même manière, l'augmentation de la CRP doit conduire à une évaluation clinique. Est-ce qu'il y a de la fièvre? Est-ce qu'il y a une tachycardie fœtale, sans initier systématiquement une antibioprophylaxie, qui dans ce cas-là serait plutôt une antibiothérapie d'ailleurs. Dans les autres traitements recommandés, on est dans le cadre des traitements recommandés dans le contexte de la prématurité spontanée, c'est-à-dire qu'il faut faire une cure de corticoïdes et il faut administrer du sulfate de magnésium si la patiente va se mettre en travail avant 32 semaines d'aménorrhée. Il n'y a pas de recommandation particulière pour les supplémentations vitaminiques faute de preuves suffisantes. Et enfin, il est recommandé, et là pour le coup c'était une recommandation de ne pas proposer, de ne pas imposer le repos stricto-lit dans le contexte de la rupture prématurée des membranes. Alors, dans les situations plus anecdotiques, en cas de cerclage cervical, il n'y a pas assez d'arguments pour recommander le retrait ou le maintien du cerclage en cas de rupture des membranes. Mais en revanche, s'il y a des signes cliniques ou biologiques évocateurs d'infection intra-utérine, il est recommandé de retirer sans délai le cerclage. Alors, que faire concernant l'hospitalisation à domicile, qui est une pratique de plus en plus répandue en France et depuis encore plus longtemps aux États-Unis. La prise en charge à domicile est considérée comme possible. Alors, pour les patientes éligibles, je crois vraiment que ça dépend des contextes locaux. Et en fonction, alors bien sûr, il y a un prérequis qui est celui de la stabilité de la patiente. Et puis après, il y a quelle est la situation sociale, quel est le mode de vie de la patiente, est-ce qu'on est loin de l'hôpital, etc., etc. Et donc, au total, la prise en charge à domicile des patientes qui ont une rupture prématurée des membranes avant terme, qui sont cliniquement stables après 48 heures, peuvent avoir une surveillance à domicile.
Alors, d'ailleurs, cette surveillance à domicile, en fonction des régions, ne va pas être forcément dans le contexte d'une hospitalisation à domicile, mais tous les types d'organisations possibles du moment qu'il y a une surveillance qui est rapprochée et qui est organisée à domicile. Alors, après la rupture prématurée des membranes, quelle est la surveillance clinico-biologique qui peut être proposée? Donc, là, c'est sur le plan clinique et biologique, rechercher les éléments. Alors, on était incapable de proposer une fréquence. Souvent, dans les services, on propose une surveillance 2 fois par semaine de la CRP, de la numération et du prélèvement vaginal, ou 1 fois par semaine, d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas aucune indication de fréquence. Et il n'est pas recommandé d'initier systématiquement une antibiothérapie en cas d'examen de surveillance isolément positif. Ça implique une surveillance rapprochée, ça implique une prise en charge individualisée. Mais en tout cas, il était impossible de fournir des recommandations formelles sur ces points-là, faute de littérature existante. Alors, l'infection intra-utérine, d'abord le diagnostic. Donc, ne plus parler de chorioamniotite. Pourquoi? Parce qu'il y avait souvent une confusion, en particulier à travers la littérature, entre chorioamniotite clinique, chorioamniotite histologique, inflammation dans le liquide amniotique lorsqu'on fait des amniosynthèses pour les pays qui avaient cette pratique. Et donc, du coup, là, on est revenu à une définition qui est celle de l'infection intra-utérine, qui est une définition clinique avec une température supérieure ou égale à 38 degrés sans cause infectieuse intragynécologique, associée à au moins 2 critères. Donc on a voulu prendre des critères de définition suffisamment solides, qui sont une tachycardie fœtale ou des douleurs utérines ou contractions utérines, ou mise en travail spontanée, et un liquide amniotique purulent. Donc vous voyez que si on a quand même l'hyperthermie associée à 2 autres critères, on peut raisonnablement penser que cette patiente a effectivement une réelle infection intra-utérine. Il n'y a pas de marqueur biologique d'infection intra-utérine qui soit à la fois sensible, spécifique et accessible. La CRP et l'hyperleucocytose ont une performance limitée, mais tout de même, si la CRP est négative, on peut quasiment écarter le diagnostic. Et c'est pour ça que le dosage de la CRP est recommandé pour sa valeur prédictive négative dans ce type de contexte. Alors, quel est la bactério de l'infection intra-utérine? C'est majoritairement le streptocoque B et l'Escherichia coli. En gros, pour l'infection néonatale précoce, on a 50% de strepto B, à peu près 20-30% d'Escherichia coli, puis après, c'est diverses bactéries. L'examen bactériologique du liquide amniotique recueilli par amniosynthèse n'est pas recommandé pour le diagnostic de l'infection intra-utérine. Qu'en est-il du traitement? Alors, le traitement en cas d'infection intra-utérine, c'est une double antibiothérapie et l'accouchement. C'est extrêmement simple. Ce traitement est débuté dès le diagnostic et pendant l'accouchement pour l'antibiotique, et c'est une combinaison de bêta-lactamine et d'aminoside par voie intraveineuse. L'aminoside à privilégier, c'est la gentamicine. Et pour le choix de la bêta-lactamine, il va être fonction de l'écologie bactérienne locale, des résultats des prélèvements prénataux et du sepsis maternel. Pour donner un exemple, une patiente, il faut qu'il y ait un raisonnement bactériologique lorsque vous avez une patiente qui commence à faire une infection intra-utérine, par exemple 1 semaine à 10 jours après une rupture des membranes. Qu'est-ce qu'elle a reçu comme type d'antibiothérapie? Si vous aviez isolé initialement un Escherichia coli, que vous avez mis de l'amoxicilline et que finalement, au bout de 10 jours, elle se met à faire une infection intra-utérine, la probabilité pour que la bactérie soit résistante à l'amoxicilline n'est pas négligeable. Il faut peut-être dans ce cas recourir à une céphalosporine de 3e génération en association à l'aminoside. Voilà, donc il faut vraiment tenir compte à la fois du prélèvement vaginal, des antibiotiques reçus pour décider du traitement adapté pour la prise en charge de votre patiente. Et en cas d'allergie grave aux bêta-lactamines, à ce moment-là, on peut utiliser des antibiotiques de 3e génération, enfin de type astréonam ou glycopeptides. Dans les cas particuliers, dans ce cas, c'est en général, on prend avis auprès de l'infectiologue et du bactériologiste pour discuter un petit peu du type d'antibiotique. Alors, dans le postpartum, très souvent, dans les chorioamnionites cliniques, une fois que vous avez sorti l'enfant qui a eu une antibiothérapie adoptée, la patiente est apyrétique, juste après l'accouchement. Et dans ces contextes-là, une seule dose complémentaire est généralement suffisante. En revanche, s'il y a des hémocultures positives, si la fièvre persiste, si on est dans un contexte qui augmente le risque type obésité, contexte de césarienne, on peut discuter un traitement prolongé, et dans ce cas, c'est une discussion individualisée.
Alors, qu'en est-il du mode d'accouchement? Il n'y a pas de preuve que la césarienne soit associée à une amélioration du pronostic néonatal, quel que soit l'âge gestationnel. Donc, la choriamniotite en soi n'est pas une indication de césarienne. En revanche, l'indication de la césarienne, du coup, on le sait, les indications classiques de césarienne, l'indication obstétricale classique. Donc, en gros, si vous avez, par exemple, des anomalies du rythme avec une tachycardie fœtale et un rythme qui est suspect ou pathologique avec un col qui a un doigt, évidemment, vous allez césariser votre patiente. Ce n'est pas la choriamniotite qui va motiver l'indication, même si elle va vous orienter quand même, ce sont les anomalies du rythme. Quelles sont les modalités de naissance? Alors, on a parlé du contexte de l'infection. Là, on se remet hors infection et on se replace avant 34 semaines en l'absence d'infection. Pas d'indication d'accouchement en cas de rupture prématurée des membranes, sauf, bien sûr, signe d'alerte qui fait que vous vous inquiétez pour le bien-être fœtal. Et la question qui était récurrente depuis plusieurs années, c'est qu'est-ce qu'on fait entre 34 et 37 semaines? Et ça, on a eu 2 gros essais randomisés qui ont répondu à la question ces dernières années et qui ont permis de dire, en gros, on peut adopter une attitude interventionniste après 34 semaines, et c'est même recommandé, parce qu'on n'augmente pas le risque d'infection néonatale, que si on accélère la naissance à partir de 34 semaines et avant 37 semaines, on a plus de détresse respiratoire, plus d'hospitalisation du nouveau-né, et plus de césarienne, et un coût de prise en charge plus élevé ou équivalent. Bon, ça, ce sont les études anglo-saxonnes, donc ce n'est pas forcément valable chez nous, mais toujours est-il qu'avant 37 semaines, il est recommandé d'avoir une attitude expectative en cas de rupture prématurée des membranes non compliquées. Et ça, c'est vrai, même si le prélèvement vaginal est positif pour le streptocoque B. Alors, vous voyez que dans un cas, on a une recommandation de grade A, c'est-à-dire qu'on a de gros essais randomisés qui nous montrent qu'effectivement, entre 34 et 37, vous avez une rupture prématurée des membranes, c'est globalement mieux pour la santé de l'enfant d'attendre. Et c'est un peu à contrario de ce qui était fait quand même ces 10-15 dernières années. En revanche, si vous avez un PV à strepto B, vous voyez que c'est un accord professionnel. Pourquoi? Parce que les populations de patients dans ces 2 essais randomisés où on avait finalement un PV positif à strepto B, d'abord, il y en avait peu. Deuxièmement, les 2 études étaient un petit peu contradictoires. Et troisièmement, on n'a pas d'évaluation sur le long terme dans ces contextes-là. Donc, on est resté pour le PV positif à strepto B sur un accord professionnel qui dit on ne modifie pas la prise en charge, à condition bien sûr de mettre des antibiotiques à l'admission, ce qui est le cas de toutes les patientes, mais avec une réserve qui est celle de l'accord professionnel sur cette recommandation-là. Quelles sont les modalités de naissance? Comment les faire accoucher? Alors on les fait accoucher comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on peut se servir de l'ocytocine, des prostaglandines. Les données sont actuellement trop limitées pour émettre une recommandation quant à l'utilisation de ballonnets. Il y a des services qui s'en servent. Je sais qu'à Lille, c'est une pratique courante dans le contexte de la rupture des membranes de mettre un ballonnet. Mais il n'était pas possible là-dessus de formuler une recommandation spécifique. Et enfin, la césarienne programmée est réservée aux indications obstétricales habituelles, là aussi. Dernier point qui a été abordé au cours de CRPC, c'est celui de la rupture prématurée des membranes préviable. Globalement, ce qui a été dit, c'est pour le diagnostic clinique, c'est la même chose que pour les autres ruptures des membranes. Une information adaptée à la situation et aux évolutions possibles qui doit concerner les périodes anté- et postnatales. Une hospitalisation initiale qui peut être proposée, mais qui n'est pas obligatoire dans ces contextes-là. Un bilan initial identique et l'antibioprophylaxie identique. En réalité, le vrai problème de la RPM préviable, c'est quelle est la place de l'interruption médicale de grossesse. Et là, ce qui a été dit, c'est de ne rester pour les situations de RPM préviable que de ne proposer l'interruption médicale de grossesse que si la situation d'infection intra-utérine fait craindre l'évolution vers un sepsis maternel sévère. En d'autres termes, si on a une mise en danger de la mère, à ce moment-là, effectivement, il faut essayer de s'orienter vers une interruption médicale de grossesse. Dans les autres cas, c'est le centre diagnostique, c'est le CPDPN qui va discuter la question en ayant discuté avec la patiente des risques éventuels, en évitant
de dramatiser la situation, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que dans les cas où on a des RPM préviables, si on a une attitude extrêmement conservatrice, on a quand même un certain nombre de naissances avec des enfants qui vont bien derrière, même si cette prévalence n'est pas très élevée. Et donc, l'un des messages importants, c'était qu'il était important de s'attacher à renseigner ces facteurs pronostiques et à ne pas hâter une éventuelle demande en l'absence d'urgence motivée par une situation de mise en péril maternelle. Voilà pour ces RPC. Voici le groupe des RPC. C'était un groupe extrêmement convivial où il y a eu des discussions souvent enflammées comme souvent dans les RPC, mais globalement c'était une année très agréable, je dois dire. Et puis des remerciements d'abord au CNGOF qui permet la réalisation de ces RPC, au Collège national des sages-femmes, à la Société de pathologie infectieuse de langue française qui s'est réellement investie dans ces RPC et qui nous a beaucoup aidés, notamment dans tout ce qui est antibioprophylaxie et antibiothérapie, aux experts du groupe de travail, et puis il ne faut pas oublier les relecteurs qui font un travail derrière qui est extrêmement important, et puis Patricia Lemoine, Chantal Capel et Sophie Charbonnel, qui sont celles qui permettent la mise en œuvre pratique et la logistique de ces RPC qui va jusqu'à leur publication. Voilà, je vous remercie. Bruno, tu as une question, c'est ça? Oui, pardon. Je n'étais pas sûr. Si. Merci Gilles pour cette belle synthèse. Alors, on va essayer d'aller un peu dans le pratico-pratique. Alors, on a bien compris qu'il ne faut pas faire une césarienne trop facilement. Alors, elles rompt primigès 28 semaines, elle rompt, on la met sous antibiotiques, elle rentre à la maison, 15 jours après elle revient, elle contracte, allez, elle a une CRP à 60, le tracé est normal, le col est long postérieur fermé. Tu te donnes combien de temps pour obtenir une voix basse? Qu'est-ce que tu fais? Là, tu prends le cas le plus compliqué, bien sûr. J'en ai une autre après. C'est-à-dire qu'elle serait infectée, évidemment, tu te poserais moins. Elle aurait une hyperthermie à 39. Généralement, les travaux... admettons qu'elle ait une hyperthermie à 39, une CRP à 60. Tu as un col long postérieur fermé, c'est une primie. Et elle n'a pas de tachycardie fétale. Et elle n'a pas de tachycardie. Tu n'as pas le tracé qui te pousse à y aller. Je sais pas, à Strasbourg, moi je disais toujours, si on arrive à obtenir un accouchement en 8-12 heures, ok. Mais si après quelques heures, on voit que ça n'avance pas, etc., j'avais plutôt tendance à pousser à une césarienne pour éviter peut-être que le gamin s'infecte. Alors est-ce que tu penses que quand on met des contractions pendant très longtemps, ça s'infecte plus ou pas? Ça, c'est déjà une autre question qui a souvent été évoquée. Et puis après, il y a les histoires de rupture précoce en préviabilité. Que dire à une patiente? Enfin, quel est ton discours quand tu vas avec ta pédiatre voir la patiente? Elle a rompu à 18 semaines, elle est en anamnios. J'ai bien vu que vous cherchiez à être plus optimiste que ce qu'on était toujours d'habitude. Mais est-ce que si une patiente qui a une rupture avec un anamnios à 18 semaines te demande une IMG, tu dis non? Ou bien tu te retranches derrière le... Bon, je réponds d'abord à la première question. Alors, non mais là, une fois qu'il y a les recommandations, il faut être pragmatique. Hein. C'est-à-dire que la situation où la patiente à 39 a une vraie infection intra-utérine, où elle ne contracte pas, avec un col long postérieur fermé, elle est quand même pas fréquente. Surtout avec un rythme strictement normal. Et dans ce cas, le fait qu'il y ait une expectative, personnellement, ne me choque pas, à condition qu'on mette dans ce contexte-là effectivement une antibiothérapie efficace et qu'on se laisse un petit peu de temps, comme tu viens de le dire. Et puis après, on a toujours, enfin j'ai jamais vu, hein, qu'on n'ait pas à un moment donné une anomalie qui nous fasse clairement nous orienter dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire soit elle va se mettre à avoir une tachycardie fétale, et le fait d'avoir une tachycardie fétale en tant que telle, et souvent dans ces contextes-là, ce sont des tachycardies fétales avec un rythme peu fluctuant, c'est pas un rythme normal, c'est un rythme suspect avec un col long postérieur fermé, ben, c'est une indication de césarienne du coup. Donc en général, la situation se finit toujours par se résoudre. Alors après, imaginons qu'on se mette dans le contexte exceptionnel où finalement on a uniquement une hyperthermie à 39, une CRP à 60, mais on a un RCF qui est strictement normal et elle ne contracte pas. Ben dans ce cas, déjà, je ne suis pas certain qu'elle ait une infection intra-utérine. Il y a peut-être une cause autre. Et dans ce cas, ça justifie pour moi une expectative. Après, je pense qu'on voit aussi que les attitudes, moi qui viens d'ailleurs,
même si maintenant je me sens 100% alsacien, les attitudes sont parfois liées à l'histoire. Et j'ai l'impression, et je m'en suis aperçu en arrivant aux US, qu'il y avait une angoisse très très forte autour de l'infection que je n'avais pas, que je ne connaissais pas à Lille, parce que peut-être que vous avez eu une histoire négative ou quelque chose, ou un patron qui était particulièrement inquiet de ça. Je peux te dire que là d'où je viens, alors ils avaient d'autres angoisses, mais en tout cas pas celle-là. Et c'est assez marrant de voir les différences de pratique où on était beaucoup plus patient. Et finalement, on voit aussi les données néerlandaises là sur l'expectative, mais qui sont un peu plus tardives, hein, qui nous montrent qu'on a parfois mis le curseur un peu haut sur la crainte liée autour de l'infection, en se disant on va casser des gamins, on va leur provoquer des lésions cérébrales. Puis en fait, probablement que là aussi, on s'est enfermé dans nos propres peurs. Alors justement, pour reparler de la chorio, de l'infection intra-utérine, ça c'est un travail intéressant, mais qui n'est pas encore publié, mais qu'on a fait à partir de la cohorte épipage, où on avait une définition assez rigoureuse de la chorioamniotite clinique et de la choriotite histologique. Ça, on ne pouvait pas le mettre dans les RPC parce que ce n'est pas encore publié, mais globalement, ce qu'on avait, c'est que la chorioamniotite histologique, on s'y attendait un peu, n'est pas associée à un surrisque de cérébral palsy, enfin d'infirmité motrice cérébrale ou de décès derrière. Mais la chorioamniotite clinique, l'infection intra-utérine clinique avérée, multipliait le risque par un facteur 2. Voilà. Juste un commentaire pour te dire d'où venaient nos angoisses. Elles n'étaient pas tant liées à notre patron d'obstétrique, mais plus à nos patrons de pédiatrie, qui nous parlaient de cytokines, d'interleukines et de risques d'atteinte de leucomalacie secondaire liés au fait que le fœtus, le nouveau-né, est baigné dans une ambiance inflammatoire délétère pour le cerveau. Tu as raison, j'avais oublié qu'il fallait toujours rejeter la faute sur les pédiatres. Toujours. Un réflexe. Ouais. Alors, pour revenir à la deuxième question de Bruno, qui était celle de la rupture à 18 semaines, c'est vrai que la rupture à 18 semaines, on n'a pas beaucoup d'études. Hein. Il y a celle qui avait été publiée dans WebJoc, qui avait été faite par Azria, et qui avait comparé deux types de pratiques, une pratique interventionniste et une pratique non interventionniste. Et en gros, quand même, plus on est inquiet pour le fœtus de la part de l'équipe médicale, et plus on pousse vers l'interruption médicale de grossesse, et moins on a d'enfants survivants qui vont bien, pour schématiser. Hein. Oui, non, ça paraît évident, mais du coup, il faut en tirer un peu les conséquences. C'est-à-dire que si tu prends ton cas particulier de la rupture prématurée des membranes à 18 semaines, et avec un anamnios, pourquoi pas, hein, mais chez une patiente qui est totalement asymptomatique, et sans critères infectieux, à ce moment-là, moi j'avoue que ça ne me pose absolument aucun problème d'adopter une attitude expectative chez ces patientes-là. Alors le discours, c'est de dire que la probabilité de survie, ouais, je vais arrêter, c'est que la probabilité de survie est effectivement faible, mais qu'elle n'est pas nulle. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais juste poser une question sur la CRP. D'abord, vous la faites tous les combien? Je ne sais pas si ça avait été dit. Et ensuite, quand elle augmente un petit peu, c'est-à-dire quand elle se positive à 10, 15, 20, alors qu'il n'y a aucun signe clinique autre que cette CRP qui augmente, quelle est l'attitude? Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Est-ce qu'on considère à ce moment-là que c'est une chorioamniotite à part entière et on la traite comme telle? Ou est-ce qu'on peut encore attendre? Alors, pour la fréquence de la CRP, on n'a pas émis de recommandations parce qu'on était bien incapables. Nous, actuellement, par Trousseau, on fait 1 fois par semaine. Je sais qu'il y a des centres qui font 2 fois par semaine. Voilà. En ce qui concerne l'interprétation de la CRP, c'est moins de 5. La valeur prédictive négative est de 95%. Alors, qu'en est-il de la valeur prédictive positive? Quand on est autour de 10, la valeur prédictive positive pour le risque d'une infection néonatale aurait été encore assez faible, autour de 10%. Et si on est au-dessus de 30, on est quasiment à 30%. Voilà un peu ce qu'on peut avoir à partir des études observationnelles. Et donc, si on est dans une... Et c'était les recommandations là. Si on est dans une CRP augmentée de manière modérée et isolée, l'attitude, c'est l'expectative et l'observation. Point. Et c'est d'ailleurs vrai, même si la CRP est un peu plus élevée. Si par ailleurs le rythme est parfaitement normal, qu'il n'y a pas d'hyperthermie, qu'il n'y a pas de contraction, etc., on attend. Merci beaucoup Gilles de tes réponses extrêmement claires. Merci à tous. Je passe le relais.